Bienvenue sur iChronique, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ces faits et apprendre à connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Parfois, la réalité peut surpasser la fiction. C'est ce que nous allons voir en nous plongeant dans les histoires d'évasion les plus folles de France. De plans minutieux à des échappées dignes de scènes de film. La voie est libre. Il ne lui reste plus que 3 portes à franchir. Ces histoires nous rappellent que parfois, l'intelligence, la ruse et l'imagination peuvent être les clés de la liberté, même si cela représente souvent une liberté de courte durée. Voici le top 5 des évasions les plus spectaculaires de France. Attention, cette vidéo vise uniquement à présenter des faits et des récits d'évasion notables en France à des fins informatives et divertissantes. En aucun cas, il ne sert à encourager, glorifier ou faire l'apologie du crime. Les actes illégaux sont condamnables et ce contenu ne cherche pas à minimiser les conséquences légales associées aux tentatives d'évasion ou à en faire la promotion. Nous rappelons à notre audience l'importance du respect des lois et de la justice. Michel Vaujour, l'évasion aérienne. En 1970, Michel Vaujour, 19 ans, est condamné à 30 mois de prison ferme pour un vol de voiture. C'est là que commence l'histoire de l'un des plus grands gangsters des années 70. Mais revenons un peu en arrière. Michel est le fils de 2 fonctionnaires de Châlons. Ses parents l'abandonnent à ses 4 ans et il est confié à sa tante, Germaine. Mais elle meurt d'un cancer 4 ans plus tard et Michel retourne chez ses parents. Mais voilà, son père est alcoolique et l'enfant subit tous les jours ses violences. Une enfance douloureuse dont il parlera dans son livre. À 19 ans, il mène une vie à l'écart dans une petite ville. Il vole une voiture et il se prend au jeu. Chaque samedi, il recommence. La police finit par l'arrêter et il est condamné. 3 fois évadé, 3 fois repris, Michel Vaujour a encore fait la belle hier soir en s'évadant du palais de justice de Chalon-sur-Marne. Bouge pas. En effet, cet homme est dangereux. Sur ces images tournées en 1974, Vaujour, blessé à la cuisse après avoir tenté de forcer un barrage de gendarmerie et déclencher une fusillade, vient d'être arrêté pour la 2e fois. Pendant plusieurs années, Vaujour va récidiver et se faire prendre à chaque fois. Mais à 4 reprises, il trouve un moyen de s'évader. Il fait un double de sa clé de cellule avec une croûte de Babybel, où il prend en otage un juge d'instruction avec un faux pistolet en savon. Tous les moyens sont bons pour quitter le centre pénitentiaire. Le 26 mai 1986, c'est vers le ciel bleu de Paris que tous les regards se tournent. Il est 10h40 quand un hélicoptère tout blanc vient survoler la prison de la Santé. Le survol de la capitale est interdit, mais incontrôlable. Les immeubles forment un formidable écran radar. Le bruit de l'appareil couvre le quartier de la Santé. À l'heure pile de la promenade des détenus, un pilote stationne au-dessus de la cour de la maison d'arrêt. Impossible de tirer au risque de toucher l'appareil. Un sac tombe du ciel. Son contenu, un faux pistolet, une canne à pêche et une corde. 2 personnes en profitent pour tenter une évasion. L'un des 2 fuyards, Jean-Pierre Hernandez, est très vite rattrapé. Mais on ne sait rien du 2e homme, jusqu'à 18h, aux infos, où il est révélé le scénario de la cavale. Du cinéma à la santé, avec l'évasion spectaculaire d'un détenu qui purgeait une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Tout y était, l'hélicoptère, le toit de la prison et même une femme qui semble être au cœur de l'opération. Michel Vaujour, 35 ans, s'est accroché à un patin de l'hélicoptère. C'est la 4e fois qu'il s'échappe de prison. Mais qui était aux commandes ? C'est une femme, Léna Rigon. Elle prenait des cours depuis 6 mois. Mais Léna se prénomme en fait Nadine. Ça fait 6 ans qu'elle est amoureuse de Michel. Elle a déjà fait de la prison pour lui et elle lui avait promis qu'elle irait le chercher. La cavale de Vaujour s'achève 3 mois plus tard, en plein Paris, boulevard Mortier, par un hold-up et un échange de tirs avec les policiers. Une balle dans la tête, coma et retour en prison pour le gangster. Quand il sort du coma, il est hémiplégique. Cette fois, c'est dans son propre corps qu'il est enfermé. Il se rééduque quasiment tout seul, en rampant dans sa cellule. Il faudra 4 mois à Michel pour retrouver l'usage de ses membres. Cet accident marquera sa dernière évasion. 1993, Djamila est une étudiante en droit de 21 ans.
Elle entend parler de celui qu'on surnomme le roi de la cavale dans une émission Ex Libris. Émission dans laquelle Nadine Vaujour présente son livre La fille de l'air, qui raconte l'évasion de la prison de la Santé. Jamila est une adhérente de l'association Génépi, qui œuvre pour le décloisonnement des prisons. Elle est intriguée par le cas Vaujour, qui est détenu en quartier sous haute sécurité, et elle commence à lui envoyer ses lettres. Ainsi débute un long échange par correspondance. Très vite, ils tombent tous les deux amoureux. Sa nouvelle compagne veut l'aider à s'évader. C'est elle qui lui propose ce plan. Elle se dit prête à tous les risques jusqu'à la mort. De sa cellule, Michel organise l'évasion et contacte un complice qui pilotera l'hélico. Mais les deux tentatives échouent et la jeune étudiante finit par passer 5 ans derrière les barreaux. Un événement qui ne freine en rien leur histoire d'amour. Ils se marient en prison en 1999. Après 27 ans en prison, dont 17 ans sous haute sécurité, Michel a été libéré en 2003. Aujourd'hui, il file encore le parfait amour avec Jamila dans leur appartement en région parisienne. Michel Vaujour ne semble plus avoir de contact avec Nadine. Ils ont pourtant 2 enfants ensemble, Babette et Bruno. Il n'a jamais pu les revoir. Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci et Maurice Costa, ou l'évasion par fax. Comment s'évader en toute légalité ? Ces 3 Corses ont trouvé la solution. Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci et Maurice Costa sont des membres présumés de la bande de la Brise de Mer, une équipe qui est née dans un petit village corse, la Porta. Elle tient son nom d'un bar situé sur le vieux port de Bastia nommé Brise de Mer à l'époque. Connus pour être ultra violents, les hommes de la Brise de Mer ne se sont jamais organisés en gangs structurés et hiérarchisés. Ce sont des braqueurs inexpérimentés qui se sont fait la main sur des petites affaires. La bande grimpe petit à petit les échelons de la pègre. En dehors de Mariani, elle s'est constituée autour de plusieurs familles bastiaises. Parmi elles, les Costa, craints et respectés dans le milieu. Ce sont des figures notables de la bande. Mais aussi les Santucci, qui eux, sont plus modestes. Des niveaux différents de banditisme, mais aussi de personnalité, qui ne vont pas empêcher Maurice Costa, Pierre-Marie Santucci et Francis Mariani de devenir amis. Ils forment un trio dans lequel chacun a son rôle. Maurice, c'est le discret, l'homme sage, qui apaise ses acolytes un peu plus impulsifs. Santucci, lui aussi, c'est être discret. Il est passé maître dans l'art d'échapper à la justice. Même s'il est vraiment impliqué dans beaucoup d'affaires, il n'apparaît que dans peu de procédures judiciaires. Mais Mariani, lui, est une figure turbulente de la Brise de Mer. Réputé violent et imprévisible, il est décrit comme le plus dangereux de tous. La seule évocation de son nom fait trembler sur l'île. Les 3 hommes sont fichés au grand banditisme. Le gang de la Brise de Mer, c'est blanchiment d'argent, racket, proxénétisme, extorsion de fonds, vol à main armée et des assassinats. Et la liste est encore longue. En juillet 2000, les 3 hommes sont soupçonnés d'avoir racketté le patron du Palace. C'est un restaurant de Sartène, une commune de la Corse du Sud. L'état-major de la Brise de Mer, une dizaine d'hommes en tout, est réuni place Porta. Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci, Maurice Costa et 2 autres complices marseillais, Alexandre Chevrière et Éric Marant, discutent sur un muret. Soudain, des gendarmes arrivent, alertés par un restaurateur qui se dit victime de racket. Sur les indications du gérant qui reconnaît leur visage, les gendarmes procèdent à l'arrestation de Mariani, Santucci et Costa le jour même. Les 3 hommes sont alors à bord de leur voiture volée, munis d'une cagoule, de talkie-walkie, d'une importante somme d'argent, d'une arme de poing et d'un couteau. Incarcérés depuis 10 mois, ils préparent leur prochaine évasion. 31 mai 2001, 17h04, 3 fax parviennent au greffe de la prison de Borgo. L'expéditeur, le cabinet du juge des libertés. Il s'agit de 3 ordres de remise en liberté pour Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci et Maurice Costa. Seule certitude ce matin, les 3 fax reçus à la prison de Borgo ont été envoyés d'un hôtel à Aix-en-Provence. Un plan ingénieux, concocté lors des mois de détention. Aucun des documents ne sera vérifié. Ni le juge d'instruction d'Ajaccio en charge de leur dossier, ni le juge des libertés ne contrôlera les papiers. Les gardiens libèrent donc les 3 membres de la Brise de Mer. À 17h30, ils sont dehors. Ils sont attendus par un fourgon conduit par Jacques Mariani, le fils de Francis. Ce n'est que 5 jours plus tard que le poteau rose est découvert, quand un juge fait une demande d'audition. 3 membres du gang de la Brise de Mer, arrêtés pour tentative d'extorsion de fonds, sont sortis par la grande porte sans être inquiétés.
Pour les spécialistes, ceux qui ont réalisé ces faux ont nécessairement eu accès au dossier et possédaient apparemment la syntaxe juridique d'une levée d'écrou. Le juge Camberou aurait réalisé l'affaire hier en téléphonant à Borgo pour demander des nouvelles des 3 détenus. On lui a alors répondu qu'ils étaient libres. Comment les 3 hommes ont mis ce stratagème en place? Le faux ordre de remise en liberté aurait été obtenu auprès d'un gardien de prison. Le fax a probablement été envoyé par un membre de la Brise de Mer, Alexandre Chevrière. Il aurait expédié le document depuis un petit hôtel d'Aix-en-Provence en modifiant le numéro d'émission figurant sur l'entête. Francis Mariani sera finalement interpellé 1 an plus tard, en janvier 2002, sur une route de montagne. Il sera seul dans le box des accusés. Santucci, Costa et Chevrière sont toujours en cavale. Et le plus fou dans cette évasion, c'est que les 3 hommes seront finalement blanchis. Juridiquement, l'évasion par télécopie ne constitue pas une infraction. Les prisonniers sont sortis sans aucune violence, ni destruction. L'administration leur a ouvert grand les portes. Ils ne peuvent pas être inculpés pour faux et usage de faux non plus. Ils n'ont jamais eu le document entre les mains. Impossible donc de les condamner pour quoi que ce soit. Même l'affaire d'extorsion de fonds, pour laquelle les 3 hommes avaient été interpellés, tombera à l'eau. Le restaurateur abandonne les poursuites quand il comprend à qui il s'attaque. Il finit même par quitter la Corse par peur de représailles. Mais la vie en liberté ne fera pas de cadeau au trio. En l'espace de 3 ans, les 3 hommes sont éliminés. Mariani est déchiqueté dans l'explosion de sa planque en janvier 2009. Santucci portera le cercueil de son ami à son enterrement avant d'être lui-même abattu par un tireur le mois suivant. Costa, lui, sera supprimé au fusil de chasse devant une boucherie en août 2012. Il était 11 h, l'homme se rendait dans cette boucherie de Ponteleccia où il a ses habitudes. Soudain, des coups de feu partent, un employé est blessé, Maurice Costa s'effondre. Présenté comme un pilier de la Brise de Mer, cet homme était fiché au grand banditisme. Ismael Berazategui Escudero, ou l'évasion par la grande porte. Mais pour s'évader, pas forcément besoin d'un hélico, d'une arme ou d'un fax. Et ça, les frères Berazategui l'ont bien compris. Ismael est un homme de 33 ans, membre présumé de l'organisation séparatiste basque TA. La justice espagnole le considère comme l'un des responsables du commando Behor Buru, tête de cheval en basque. Un commando soupçonné d'être impliqué dans 5 attentats à la voiture piégée en 2001 en Espagne. La plupart ont reçu des éclats de verre, tous sont sortis de l'hôpital ce soir, personne n'est décédé, c'est un vrai miracle, car pour le gouvernement espagnol, ETA avait bien l'intention de tuer. Les enquêteurs espagnols affirment avoir trouvé 63 kg de dynamite, 3 armes de poing et du matériel servant à la fabrication de bombes chez Ismael. Il finit par se faire arrêter dans la nuit du 14 au 15 mai 2002 à Annonay, en Ardèche. Il est alors mis en examen et incarcéré à la prison de la Santé pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, port d'armes et recel de vol. José Antonio est son petit frère. Ils n'ont que 18 mois de différence et ils se ressemblent fortement. 17 août 2002, Ismael reçoit de la visite au parloir ce samedi soir. C'est son frère, José Antonio, qui vient le voir. Le contrôle habituel se passe sans encombre. Les visiteurs présentent leurs pièces d'identité, leur permis de visite et passent sous un portique avant de se rendre au parloir. Les détenus, eux, subissent une palpation et sont marqués sur la main à l'encre détectable au rayon ultraviolet. Une procédure censée éviter les substitutions. Et pourtant, les 2 frères échangent de place, ni vu ni connu. Ismael sort par la grande porte sans qu'aucun des gardiens ne remarque la supercherie. Une supercherie qui passera inaperçue pendant 4 jours. C'est José Antonio qui finit par signaler aux gardes qu'il n'est pas Ismael. De quoi donner à son frère une longueur d'avance. Comment ont-ils déjoué les contrôles ? Selon un représentant du syndicat des surveillants de prison, le marquage à la main utilisé pour distinguer les détenus ne serait pas fiable. La lettre ou le chiffre ancré ne ressemble pas à grand-chose et il est possible de transférer le tampon de la main du détenu sur celle du visiteur en humidifiant la peau. Pour le directeur, il est possible qu'il ait amené avec eux de quoi reproduire le marquage de l'encre et l'effacer. Reste à savoir quelle technique les 2 frères ont utilisée. En tout cas, ils n'ont pas facilité la tâche aux gardiens. La coupe et la barbe rasée de José Antonio n'a fait qu'accentuer leur forte ressemblance. Finalement, c'est 6 mois plus tard que le terroriste présumé sera interpellé à Estialesque, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ismael sera extradé en Espagne, où il sera condamné à 7 ans de prison pour falsification d'un document officiel à caractère terroriste, 3 ans pour détention d'armes et 7 ans supplémentaires pour pose d'explosifs à but terroriste. Mais il ne sera jamais jugé pour son évasion.
celle-ci ayant eu lieu sans aucune violence ni dégradation. Ismaël ne pourra pas faire l'objet de poursuites spécifiques. C'est José Antonio qui sera désigné comme responsable. La justice le soupçonne aussi d'avoir des liens avec l'ETA. Il sera donc mis en examen pour complicité d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et fourniture de moyens à détenus lui permettant de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis. José Antonio ne cessera jamais d'affirmer qu'il n'y a aucun lien avec l'ETA et assurera aux autorités qu'il voulait simplement aider son frère qu'il pensait suicidaire. Une défense qui ne sera pas suffisante devant le tribunal. José Antonio sera condamné à 3 ans de prison. Une situation qui s'est produite 2 fois en moins d'1 an. Quelques mois plus tôt, en décembre 2001, c'est à la prison de Nanterre que 2 détenus ont échangé de place. René Lacane, ou l'homme qui s'est évadé 17 fois de prison. René Girier, né le 9 novembre 1919 à Oulins, une banlieue près de Lyon. Il va y passer son enfance. Petit, il a déjà le goût du cambriolage. Son père lui-même le dit. Depuis son plus jeune âge, mon fils est marqué par le crime. À 8 ans seulement, il faisait déjà les poches de son père et le porte-monnaie de sa mère. À 14 ans, il ouvre le buffet de ses parents avec un tournevis et vole les économies familiales. Il les distribue à ses amis. Ces petites combines lui valent plusieurs passages en maison de correction, ce qui contribue à créer une petite vocation chez lui, puisqu'il s'évade déjà de ces établissements. Les actes répréhensibles de son enfance pourraient remplir toute une liste, mais c'est en 1941, quand il attaque une bijouterie à Trévoux, que Girier fait son entrée dans le monde du crime. Il s'entoure d'hommes habiles et intelligents, d'où le nom de sa bande, le gang des intellectuels. Parmi ses membres, Jean de Busigne, spécialiste des vols de véhicules, Auguste Vasseur, le chauffeur de René, ou encore Arsène Godard, alias Dédé de Deauville. Entre 1949 et 1961, il est condamné 11 fois pour vol, association de malfaiteurs, évasion, détention d'armes, usage de faux, braquage, mais il s'évade 17 fois en 8 ans de prison. Son évasion la plus spectaculaire reste dans les annales. Le 22 juillet 1949, René Girier et 3 complices de son gang prennent pour cible un fourgon postal, une attaque qui leur permet d'empocher un butin de 1 023 000 francs, soit environ 35 000 euros. Une équipe de la police judiciaire traque la bande pendant plus d'1 mois et elle finit par interpeller Lacane et son épouse, Marinette, dans un hôtel de Montfermeil. C'est directement la casse-prison pour le gangster et ses acolytes. 20 novembre 1950, prison de Fresnes. René Girier se tord de douleur. Le front brûlant, il est accompagné jusqu'à l'infirmerie de la prison, où il patiente dans la file des prisonniers. Un examen rapide confirme qu'il a besoin de soins particuliers, des soins que Fresnes ne peut offrir. René Girier va à l'hôpital-prison de la Santé avec le convoi de 17 heures. Le fourgon pénitentiaire est plein. Une fois les gardiens installés à l'avant, Lacane se libère de ses menottes. Il a entraîné sa souplesse pendant longtemps pour être capable de se débarrasser de ses liens. Il retire son pantalon. C'est entre ses fesses qu'il a caché le nécessaire pour son évasion. Une vrille et une scie miniature dans un étui. La tête collée à la paroi de la cellule, il se concentre et réussit à faire un petit trou dans le plancher. Il se dépêche. Il doit réussir à détacher le plancher avant d'arriver au palais de justice de Paris. Finalement, René arrive à retirer une latte du parquet. Il attend un feu rouge pour passer ses jambes dans le petit espace. Avec l'aide de son co-détenu qui le pousse, il arrive à se glisser sous le fourgon, en évitant de justesse les roues arrière. Il se laisse tomber en route et c'est comme ça que René Girier signe sa 4e évasion, à 31 ans. Une évasion si spectaculaire qu'elle inspire le début du film Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil, dans lequel Alain Delon s'échappera lui aussi d'un fourgon cellulaire de la même manière. Commence ainsi le début de sa cavale. Beaucoup le pensaient parti pour l'Espagne ou l'Amérique du Sud, mais il finit par être localisé dans un village de la Meuse grâce à des coups de fil anonymes. Il y vivait sous une fausse identité, celle de Jacques Carcassonne, un rapatrié d'Indochine. Il sera repris en 1951 à Paris, et ce sera sa dernière arrestation. Il passera 5 ans en prison avant d'obtenir une liberté conditionnelle. Libération, elle aussi obtenue de manière extraordinaire. C'est Charlotte de Monaco qui viendra le voir en prison et qui demandera qu'on le laisse sortir. Il deviendra très vite son chauffeur, mais aussi son intendant et son ami. C'est lui qui la conduira au mariage de son fils Régnier III de Monaco avec Grace Kelly en 1956.
Ce sera la fin de la carrière de René dans le grand banditisme. En 1957, il s'installe en tant que libraire à Reims et s'investit dans l'amélioration des conditions de détention et la réinsertion des détenus. En 2000, c'est dans cette même ville qu'il rendra l'âme paisiblement dans une petite maison de retraite. Antonio Ferrara, ou l'évasion explosive. 12 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Antonio Ferrara pour s'échapper de la prison de Fresnes le 12 mars 2003. Mais avant, retour en 1973. Antonio naît le 12 octobre 1973 dans une famille modeste à Cassino en Italie. Mais quand ses parents décident d'émigrer pour la France en 1983, il emménage à Choisy-le-Roi et il grandit en banlieue parisienne. À 16 ans, il arrête l'école et enchaîne les petits boulots. Plombier, nettoyeur de train, serveur. Et dès ses 18 ans, il bascule dans la délinquance. La raison ? Selon son avocat, le manque de perspectives d'avenir, le manque de diplôme et les difficultés à maîtriser la langue française. Ferrara tombe vite dans le grand banditisme. Celui qu'on surnomme El Niño n'a pas encore 30 ans et il met déjà les forces de l'ordre en difficulté. Malgré son jeune âge, il est vite adopté par de grosses équipes de braqueurs. Les voyous plus établis apprécient sa mentalité. On le considère comme quelqu'un de sérieux, de fiable, d'intelligent, de bosseur et de fidèle. Son charisme et sa sympathie lui permettent de se faire apprécier par différents groupes. Les Corses, des gens du Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis. C'est le moyen pour lui de grimper très vite les échelons de la pègre. Les attaques de fourgons blindés et les braquages de banques s'accumulent. En 1998, il est arrêté, mais il met en place sa première évasion. Il profite d'un transfert à Corbeil-Essonnes pour prendre la fuite. Antonio sera en cavale pendant 4 ans avant de se faire arrêter en 2002. 12 mars 2003, prison de Fresnes, il est 4h15 du matin. Un groupe d'une dizaine d'hommes cagoulés, avec des blousons et des brassards fluo de policiers au bras, entre dans le bâtiment. Ils sont lourdement armés, revolvers, fusils d'assaut, kalachnikov, lance-roquettes, et ils n'hésitent pas à tirer. L'évasion est préparée minutieusement. Antonio fait tout pour se retrouver au mitard, l'endroit le plus efficace pour l'opération. Il refuse une fouille, histoire d'être amené au quartier disciplinaire qui est proche de la porte arrière de la prison. Au même moment, ses complices mettent le feu à des voitures en banlieue pour occuper les pompiers et les forces de l'ordre. Les gardiens de la maison d'arrêt sont dépassés par les événements. Ils sont attaqués au AK-47 et réagissent à peine, pendant que Ferrara fait exploser les grilles de sa cellule avec des explosifs que lui ont amenés ses complices. Mêlé au crépitement des armes de guerre, monte la clameur des prisonniers. L'opération est un succès et Ferrara part pour le sud de la France. Il devient une priorité pour le gouvernement. Il faut retrouver Antonio Ferrara. Ses complices se font arrêter progressivement et le roi de l'évasion fait tout pour semer les enquêteurs. Il perd du poids, refait son nez, décolore ses cheveux et porte la barbe. Il séjourne un temps à Saint-Raphaël avec une équipe chargée de le protéger. Il partage son temps entre plages privées et boîtes de nuit avant de repartir à Paris. Il est interpellé en juin 2003. Il sera condamné à 17 ans de prison. Celui qu'on surnomme le roi de l'évasion est sorti le 8 juillet 2022. Son comportement exemplaire lui a permis de sortir un peu plus tôt. Après une longue détention, Antonio Ferrara veut tourner la page. Il aspire à une vie normale, avec sa femme et ses enfants, qu'il a rejoints dès sa mise en liberté. Chacune de ces évasions a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire pénitentiaire française. Ces figures du grand banditisme ont su défier les attentes et repousser les limites du possible. Même derrière les murs les plus imposants, certains peuvent trouver des moyens étonnants pour retrouver la liberté. Elles ont aussi eu un impact significatif sur l'opinion publique concernant la sécurité dans le pays. Elles mettent en lumière les failles du système pénitentiaire, comme la surpopulation carcérale ou le manque de gardiens. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de la partager et de t'abonner. Active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. À la prochaine.